Salut! Je vais vous présenter quelqu'un. Bonjour. C'est Camille. Elle est venue à l'atelier pour donner un coup de main et c'est super sympa. Merci beaucoup. Hein. Hey, Camille, j'ai l'impression que tu as un truc à nous raconter. C'est vrai ou pas vrai? Ouais. Bon, alors approche et puis regarde, ils sont là. Parle bien fort, qu'ils t'entendent bien et puis c'est parti. D'accord. C'est quoi ce truc? C'est la grâce du pardon. La grâce, ça veut dire... Ça veut dire que... c'est cool, c'est trop cool, c'est ça que ça veut dire. Non, ça... Je traduis pour ceux qui sont pas forcément croyants ou comme ça. Je comprends bien. Non, la grâce, ça veut dire que comment pardonner ce qui est inexcusable. Ah. Tu vois, quand on te blesse volontairement, quand on te fait énormément de mal. Tu veux en parler? Ouais. Alors, te raconte depuis le début. Ouais, je sais que tu rigoles, mais c'est une manière de déstresser. Hein. Ouais. Eh ben, j'ai vécu, je pense, à peu près toutes les blessures qu'on peut vivre. Mais arrête. La maltraitance psychologique, physique, verbale, sexuelle, depuis ma plus tendre enfance. Mais non. Et le rejet, l'abandon. Et... Mais non, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es né dans une famille à problème? Je crois que toutes les familles ont des problèmes. Mais... Ouais, mais là... Mais ouais, disons qu'il y a des choses qui se sont transmises de génération en génération. Tu vois, en creusant, tu te rends compte. Raconte depuis le début. Ouais, tu sais, depuis un moment, parce que... Ben, en creusant, tu te rends compte que y a plein de blessures que les gens ont pas guéries, où ils n'ont pas pardonné et où ils n'ont pas été entendus en tant que victimes. Tu vois, ils n'ont pas pu. Mais tu parles de toi? Ben, dans ma famille, en fait, tu vois, mes parents, mes grands-parents. Et du coup, il y a plein de choses qui m'ont transmise, tu vois, sans le vouloir. C'était pas leur intention de me blesser. Mais donne-moi un exemple, parce que pour moi, c'est très théorique tout ce que tu dis là. Ouais. Ben, je sais pas, par exemple l'inceste. Tu vois, dans ma famille, il y en a depuis des générations, depuis des siècles en fait. Tu vois, et c'est devenu quelque chose de complètement normal. Et... T'as vécu ça? T'avais quel âge? J'avais 6 ans quand ça a commencé. Oh merde, mais c'est pas possible. Bah, c'est quelqu'un de ta famille? Mais quoi, quand on a 6 ans, hein, puis qu'un truc pareil, tu sens que c'est pas normal, non? Ouais. Genre, je sais pas de qui on parle, tu veux peut-être pas dire son nom, mais... Ouais. Mais en fait, c'est une situation qui a glissé progressivement. Tu vois, déjà, il y avait de l'impudicité. Ça veut dire quoi, par exemple? Bah, tu vois, mes parents, ils étaient naturistes, tu vois, ils nous emmenaient en vacances en club naturiste. Oui, bah, c'est pas bien grave. Bah non, mais en fait, ça fixe pas de limite. Tu vois, du coup, quand cet homme, il m'a demandé de me mettre nue pour me dessiner, ben, la limite, elle est pas claire que c'est pas ok. Tu vois, parce que en vacances, tu te promènes nu et du coup, ben là, tu te rends pas compte que c'est en train de glisser. Donc, il te dessine? Ouais. En fait, au début, il me dessinait habillée, puis après, toute nue, puis après, il s'est mis à prendre des photos, et puis à me faire prendre des positions, des tenues, enfin... Et en fait, il y a un moment où tu te rends compte que là, c'est vraiment glauque et que c'est hyper flippant. À 6 ans? C'est à 8 ans, quand ça a fini de déraper. Et tu te dis... Et tu sais pas quoi faire, en fait. T'es juste en état de sidération, tu vois, enfin, c'est... Mais là, t'as un papa et une maman, est-ce que tu peux pas parler à l'un des deux? Non, bah il m'a demandé de garder le silence, il m'avait dit que sinon... Ah, les deux? Non, lui, l'homme qui m'a fait ça, il m'a demandé de garder le silence parce qu'il m'a dit que sinon sa maman se fâcherait contre lui. Et... Donc ta maman, elle sait pas? Si, ben du coup, mes parents ils savent parce que comme il a pris des photos et qu'il les a fait développer chez le photographe... Quoi? Le photographe, il s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème. Donc il les a emmenés à la police. Et du coup... Ah, et puis la police a débarqué à la maison. Et du coup, la police a appelé mes parents. Enfin, ma mère n'était pas là à ce moment-là. Et leur a demandé de porter plainte. Et mon père a refusé. Et du coup, le procureur a porté plainte. Pourquoi elle a refusé? Pour pas faire d'histoire.
pour pas faire d'histoire. Bah, ma famille, elle est connue, du coup... non, mais rien à foutre, quoi. Ah, ça m'énerve. Mais c'est pas cool, quoi. Et puis des fois, les secrets de famille sont plus importants que les personnes. C'est quoi? C'est l'honneur de... C'est quoi? C'est... Aïe, 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 aïe. Bon, après... Et bah après, du coup, quand ma famille l'a su, bah du coup, j'ai été ostracisée, j'avais plus le droit de venir aux réunions de famille. T'étais quoi? Ostracisée, ça veut dire oh là là, c'est quoi? J'ai été rejetée, j'avais plus le droit de venir aux réunions de famille, tu vois, pendant les réunions de famille, ils faisaient la fête tous ensemble et moi je restais toute seule à la maison. Mais t'es punie pour quelle raison? Parce que cet homme, il avait plus le droit de me voir, et comme il voulait qu'il puisse aller aux réunions de famille, et ben du coup, c'est moi qui n'avais pas le droit de venir. Ah, parce que t'es un enfant. Puis eux, ils étaient au courant que cet homme avait fait ça. Puis c'était ok pour eux. Visiblement. Je sais pas si c'est le déni, si c'est... Ben, ils en ont parlé, puis tu sais pas. Mais quand même, c'est bizarre. Et... Ah, mais c'est... Ouais, déjà t'es mal. Je pense que t'es mal, hein. Ben, je sais pas. Ouais, clairement. Ouais. Et puis, du coup, tu as des cauchemars. Ça se traduit comment? Ouais, clairement, des cauchemars et puis de l'incompréhension en fait, parce qu'il y a personne qui est venu poser des mots sur ce qui s'était passé et m'expliquer, je sais pas, tu vois, enfin, juste dire c'est interdit, c'est pas bien et c'est important en fait de le dire. Ouais, et ben on t'a pas dit ça. T'es une victime et tu es punie. Ouais, et puis après, ils se sont même organisés pour que je puisse voir cet homme en cachette et... Mais arrête! Mais toi, tu voulais pas. Et ben moi, sur le moment, si tu veux, c'était quelqu'un qui comptait pour moi, tu vois, il me manquait. Et tu sais, dans ces cas-là, t'as des émotions ambivalentes, tu vois, parce qu'à la fois t'as peur et à la fois il y a aussi un manque parce qu'on avait une relation privilégiée, tu vois. Enfin, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants et qui jouait beaucoup avec moi et qui s'intéressait à moi. Et moi, j'étais la petite dernière et j'avais pas de cousin de mon âge, tu vois. Mes sœurs, elles sont beaucoup plus grandes et du coup... ça aurait pu être sympa s'il n'y avait pas eu ça. Ouais, clairement, ça aurait été génial s'il n'y avait pas eu ça. Mais lui-même, il avait été victime et puis personne n'avait posé les choses sur le fait que c'était interdit, que c'était pas bien et du coup, il a reproduit. Parce que ça n'a pas été géré non plus pour lui, tu vois, quand il était enfant. Et que c'était pas clair dans sa tête. T'es en train de lui chercher des excuses, là, hein? En fait, non, c'est pas des excuses. Ça justifie en rien ce qu'il m'a fait. Mais c'est juste chercher à comprendre pourquoi. Tu vois, enfin, et cette question de pourquoi, en fait, faut pas trop se la poser dans un premier temps, parce que souvent, au début, tu trouves pas. Et la question, c'est comment s'en sortir, tu vois. Mais avec le temps, j'ai pu comprendre ça, et ça m'a aidé à le pardonner. Tu vois, de dire, ça n'excuse pas du tout ce qu'il m'a fait. Attends, tu veux pardonner? Il y a déjà tout le monde qui lui pardonne, et puis toi, tu veux lui pardonner aussi? Eux, ils l'ont pas pardonné. Ah. Eux, ils ont fait comme si rien s'était passé. Mais ils lui en veulent quand même. Ouais, je pense. Ouais. Et ça, c'est pas du pardon. Non. C'est une bombe qui va péter. Et toi, tout ça, ce qu'on t'a fait, c'est une bombe qui est là, puis qui t'essaye de cacher ou t'essaye de... Quoi? Elle va péter, elle a pété cette bombe. La sensation que j'ai, c'est comme si on m'avait donné un serpent. Venimeux? Ouais. Et que j'avais gardé ce serpent avec moi pendant longtemps parce que je savais pas quoi en faire. Tu vois, parce qu'il y a personne qui est venu me dire attends, on t'a donné un serpent, pose-le là, le garde pas avec toi. Mais ce serpent, il était méchant avec toi? Bah ouais. Il t'a mordu? Ouais. T'étais mal? Ouais. Et puis... Ben alors, comment on s'en sort de ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a duré encore et encore. Ouais, bah après, il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs 2 ans, si je comprends. Non, à 8 ans, ça a dérapé vraiment. Ouais, c'est ça. Et après. À force de tourner autour, tac, hein. Et puis alors après 8 ans, jusqu'à quel âge? Et ben après, il y a eu un moment où mes parents m'ont dit bah finalement c'est pas grave, on dit qu'il s'est rien passé, on oublie et puis alors qu'ils venaient tout le temps me chercher à l'école parce qu'ils avaient peur qu'ils me kidnappent, bah là ils l'ont carrément envoyé me chercher à l'école et me promener en forêt avec lui pendant 1 heure, tu vois, et tu fais mais... Puis la promenade en forêt... Ça a pas dérapé ce jour-là, mais tu te dis mais quelle inconscience, tu vois, enfin... Mais mes parents eux-mêmes, tu vois, ils ont vécu des choses comme ça et
Et eux non plus, ils n'ont pas été entendus sur ce qu'ils avaient vécu. Et du coup, c'était pas clair dans leur tête. Mais... Est-ce que tu portes pas un poids de rage? Non. Ben alors ça se transforme en quoi cette frustration? Ça reste juste une frustration et puis on peut vivre avec? Non. En fait, à l'époque, c'était surtout de l'incompréhension. Je comprenais absolument pas le monde des adultes et je trouvais ça bizarre et j'avais peur de devenir adulte parce que je n'avais pas envie de devenir comme eux. Tu vois, et en fait, c'est le pardon qui m'a sauvée. Non, alors dis-moi comment tu t'en es sorti. Explique, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, du coup, ça a recommencé et puis bah, c'est allé jusqu'au viol quand j'avais 12 ans. Parce que j'ai été placée par la justice chez lui. Mais non, c'est pas possible. Si, il y a une juge pour enfants qui m'a placée chez lui. Mais non, mais ils ont vu des photos. Et ils savent que c'est lui qui les a fait. Je sais pas si elle était au courant ou pas. Mais du coup voilà. Et là, ouais, là j'ai été beaucoup dans le déni en fait. Parce que c'était tellement incroyable et tellement dur et tellement violent. Et en plus, bien sûr, c'était un moment où j'étais complètement perdue, où je m'entendais plus du tout avec mes parents, où j'avais plus aucun soutien, je venais à peine d'être placée en foyer, tu vois, Pourquoi on te place en foyer? Parce que ma maman était vraiment malade et plus en état de s'occuper de moi et que je me suis enfuie et que j'ai demandé à pas y retourner parce qu'elle m'avait frappée. Il faut parler plus fort, ils vont rien entendre. Tu veux pas le dire? Ben en fait elle m'a fait très peur. Elle t'a menacé? Ben elle m'a frappée avec une rage telle que j'ai cru qu'elle allait me tuer. Ah. Mais pourquoi? Parce qu'elle était malheureuse. Parce non, mais toi, tu es encore en train de chercher des excuses. Non, clairement, c'est pas des excuses. Mais si elle est malheureuse, ça pas son enfant. Ça justifie pas ce qu'elle m'a fait. Ça n'excuse pas ce qu'elle m'a fait. C'est juste la seule raison pour laquelle elle l'a fait. C'est pas quelqu'un de méchant au départ, mais elle a pété un plomb. Ouais, mais oui. Et... Bon, et toi, du coup, t'as reçu des coups, t'as dû aller à l'hôpital? Non, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital, ça s'est arrêté, j'ai pu m'enfuir et prendre mes rollers, mon sac et partir. Donc finalement, si t'ont mis dans un foyer qui est plus ta famille, c'est pour te protéger? Ouais. Ah, ok, ouais, ok. Et tu te retrouves à un endroit, tu connais personne. Ouais. Mais au moins, tu es en sécurité? Ouais. Ah oui? Ouais, pour le coup, oui. Les gens chez qui tu es, c'est des gens bien? Ouais, c'était génial. Ah bon? Ouais, franchement... C'est ce qu'on appelle la DAS? Ouais. En France, hein? C'est ça, ouais. Ben, parce que moi, quand j'entends des gens qui étaient à la DAS, ils me racontent souvent des horreurs, quoi. C'est pas le cas? Bah, franchement, je te dirais pas que ça a toujours été un long fleuve tranquille et que ça a toujours été bien. Mais il y a eu vraiment tellement de choses qui m'ont béni dans ce foyer. Mais alors, attends, comment ça se fait? C'est quoi? Tu vas... C'est pas un endroit étatique, tu vas chez des familles? Non, bah en fait j'étais dans un foyer étatique avec des éducateurs. Ouais. On était une quinzaine de jeunes entre 6 et 18 ans. Ouais. Et on avait la chance d'être dans un magnifique lieu au prieuré, au foyer du Bocage, et on avait un immense parc avec la vue sur le lac. On avait un éduc, Alain, qui avait lui-même été placé. Et du coup, il savait ce dont on avait besoin. Et il nous faisait rire. Il faisait tout le temps le con. Et tu vois, il ramenait de la joie de vivre dans le quotidien. Et ah, tiens, la vie, ça peut être ça. Ça peut être drôle. Les adultes, ils peuvent être sympas. Et on peut s'amuser avec 3 fois rien. Et ouais, moi, vraiment, tu vois, enfin, ça m'a redonné goût à la vie, quoi. T'as quel âge? J'avais 12 ans. Et... Tu as la moitié de ta vie depuis 6 ans. Donc c'est 6 ans de galère, quoi. Ouais, de grosses galères, ouais. Ouais, clairement. Et puis donc là, tu arrives dans un foyer où tu es mieux, où les éducateurs sont sympas avec toi. Ouais. Et où tu reprends confiance. Ouais.
au monde des adultes. Et puis, donc tout va bien? Bah du coup ça va mieux. Scolairement j'ai un peu de mal. J'ai l'impression de ne pas être complètement vivante, tu vois. Pas complètement vivante? Ouais, après les viols, c'est comme si pendant un temps j'avais été un peu un fantôme, tu vois. Et avec les éduques qui se marraient, c'est comme si la vie revenait en moi, tu vois, au moment où on s'amusait, où tu vois, on se mettait de la couleur sur les cheveux des uns des autres, des batailles de clairons à 4 h du matin. C'est quoi un clairon? C'est une espèce de trompette. Une bataille de clairons? Ouais, on était allé réveiller l'éduc avec le clairon, puis il avait été prévenu, donc lui aussi il en avait un. On faisait des trucs tout cons, tu sais, genre. Ok. On faisait des parties de cache-cache, tu vois, des trucs tout bêtes, mais on s'amusait, quoi. Et à chaque fois, c'est comme s'il réinsufflait de la vie en moi, tu vois, quand on faisait ça. Mais au collège, tu vois, j'étais terne. Tu vois, j'étais triste tout le temps. Tu sais pourquoi? Bah ouais, parce que c'était à cause des viols, tu vois, ou... Je sais pas, ouais, ça m'a abîmée, quoi. Donc t'es triste, puis tu prends sur toi, quoi. Bah ouais, de toute façon, je sais pas quoi faire, je suis souvent pas bien, je demande souvent à aller à l'infirmerie, Tu sais pourquoi? Je faisais des malaises. Et parce que je me sentais mal, quoi. Et ouais. Est-ce que quelqu'un a pu voir ce qui se passait en toi? Ouais. Ah oui? Ouais. Qui? François, un de mes éduques. Ah. Et tous les vendredis soirs, il nous faisait faire la nourriture nous-mêmes. Okay. Donc on apprenait à cuisiner avec lui, c'était trop bien. Et après le repas, on faisait la vaisselle. On s'amusait comme des fous. Il y avait 1 centimètre d'eau par terre, on faisait des batailles d'eau. C'était juste génial. Et ensuite, il proposait de la calligraphie dans le bureau des éducs. Et du coup, j'ai appris la calligraphie avec lui. C'est chouette ça. Et c'était génial. Et c'était un temps un peu privilégié parce qu'on n'était pas nombreux. Des fois, j'étais toute seule, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de tisser un lien de confiance avec lui. Il n'y avait rien d'ambigu, quoi. Ouais, clairement, ouais. Okay. Et du coup, c'est à lui que j'ai réussi à dire ce qui s'était passé. Ah, il t'a bien écouté? Oui. Ouais, il se doutait. Ah ouais? Ouais, il avait... Enfin, je suis venue le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de te dire quelque chose. Il m'a dit, il s'est passé quelque chose avec un tel. J'ai dit oui. Et puis c'était tout. Mais je me suis sentie légère. Ah oui? Ah ouais, je suis allée courir dans le parc. J'avais vraiment l'impression de lui avoir déposé mon fardeau. Et vraiment, tu vois, il y a eu un vent de légèreté. Comme si j'avais des ailes dans le dos, tu sais. Enfin, j'étais plus seule à porter ce truc-là, tu vois. Ouais, ça m'a vraiment déjà libérée de beaucoup. Wow. Juste ça, tu vois. C'est beau. Ouais, c'était génial. Est-ce qu'il a dû porter plainte? Ouais. Ils n'avaient pas le choix pour le coup. Ok. Légalement, ils étaient obligés. Donc une deuxième fois, la police qui se pointe chez tes parents? Non, du coup on m'a emmené, on m'a emmené à la gendarmerie. Toi? Ouais. J'étais... Pour poser plainte, quoi. Ouais. Et j'étais morte de trouille. Pourquoi? Vraiment. C'est flippant d'aller à la gendarmerie, puis en plus pour aller parler de ça, t'étais pas du tout à l'aise de... Mais pour toi, les policiers, ils étaient pas de ton côté? Si, mais c'est flippant quand même. Okay. Tu vois, puis c'est pas facile à 12 ans à ce moment-là, j'en avais 14. 14, ok. Et c'est pas facile de mettre des mots là-dessus, et puis... Tu sais, déjà parler... ils te demandent de décrire les scènes. Ouais, ils te demandent plein de détails, tu vois, enfin... C'est glauque, quoi, et c'est difficile, quoi. Tu sais, ça te fait revivre le truc, quoi. C'est... Difficile, mais nécessaire? Ouais, je sais pas. Franchement, c'était vraiment lourd. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Du coup, après, c'est parti dans des procédures judiciaires. Ils ont demandé à ma mère de porter plainte. Elle a accepté de le faire à contre-cœur. Du coup, ça l'a fâchée avec les gens de ma famille que ça concernait. Cet homme et sa femme. Et
Et puis après, du coup, le juge m'a donné un administrateur ad hoc. Je connais le capitaine, d'autre. Et ben, c'est comme ça qu'on l'applique, du coup. Parce que nous aussi, on trouvait ça bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était là exprès pour ça. En fait, il était là pour remplacer mes parents dans le cadre de la procédure. Et du coup, il m'a accompagné quand il y a eu les procès avec mon avocat et avec François. Justement, bah ouais, pour remplacer mes parents et faire. Il y arrivait? Bah, il faisait les papiers administratifs. Lui, ah ouais, pas d'un point de vue. C'était au niveau légal. Affectif, c'est pas. Non, au niveau affectif, j'avais François. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Waouh. Puis donc, il y a eu une condamnation. Oh, pas tout de suite, attends. ça a mis 3 ou 4 ans, ouais. Ok. Et en fait, moi, à ce moment-là, tu vois, quand je livre le truc et que je dis ce qui s'est passé, et que je vais voir la police, et heureusement, ce jour-là, c'est Jean-Charles qui est venu me chercher. C'était un éducateur qui était martiniquais et qui était pas pressé. On s'est perdu, il a pris tout son temps et ça m'a détendu, tu vois, son caractère calme et lent, tu vois, c'était ce qu'il me fallait. Et après, il m'a demandé si je voulais rentrer au foyer pour l'après-midi ou si je voulais aller au collège. Et j'ai demandé à aller au collège parce que j'avais besoin de penser à autre chose, tu vois, afin de retrouver un peu de normalité. Et je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai mon meilleur ami qui le voyait, et du coup, il a lancé une bataille de boulettes de pain dans la cantine. C'est marrant parce que tu décris des trucs de totale rigolade, et puis on est dans une situation hyper difficile. C'est peut-être ça qu'il faut, un peu de légèreté, et puis pas être tout le temps sérieux. Bah en fait, il faut faire... c'est du feeling, quoi. Il faut faire rentrer de la lumière. C'est tellement sombre et glauque que si tu laisses pas rentrer la lumière, tu crèves, quoi. Ouais. Et ouais, typiquement, la bataille de boulettes de pain, ben, ça a été ma lumière ce jour-là, tu vois, on s'est marré. Puis après, on s'est enfui avant de se faire engueuler. Et voilà, tu vois, par les surveillants, tu vois. Ah, ok. Mais François, il est un surveillant. Non, François, c'était mon éduc, mais là, j'étais au collège. Ah, ok, d'accord. C'est entre jeunes, c'est pas avec Ouais, c'était entre jeunes, ouais, tu vois, qu'on a fait ça. Et c'était chouette, ouais. C'est pas à Jean-Charles. Non. Ok, d'accord, je comprends. Voilà, donc, ouais. Et puis voilà, puis après, bah, j'ai eu une grosse période de mal-être, vraiment profond, où je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que moi j'avais vécu ça? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal, tu vois? Enfin, je sais pas, est-ce que j'étais maudite? Est-ce que, enfin, tu vois, comme ma famille en plus, elle avait tendance à me culpabiliser moi et à considérer que c'était de ma faute, avec des phrases invraisemblables comme il s'est rien passé, mais c'est de ta faute parce que t'es trop belle. Tu vois, et tu fais dans la phrase, tu vois qu'il y a un problème, tu vois, mais c'est le problème du déni où après, tu vois, il y a un truc où on essaye de cacher le mal qu'on a fait. Bah, on n'aime pas la lumière parce qu'on aimerait être caché. Ouais, puis parce que c'est super violent, tu vois. Enfin, mes parents, ils ont mal réagi, mais je me dis, moi, en tant que maman, enfin, tu vois, c'était atroce à vivre. T'es devenue maman plus tard. Oui, mais tu vois, je me dis, si je me mets à leur place, mais c'est atroce à vivre. Et du donc, coup, y a un truc ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais c'était pas ce qu'il fallait. Mais du coup, à ce moment-là, tu vois, je dessinais tout le temps un œil qui pleure. Et je marquais pourquoi en dessous. Et j'ai fait ça pendant un petit temps. Et je me suis rendu compte que je trouverais pas le pourquoi. Tu vois, enfin, que c'était une question vaine, en fait. Elle m'amenait nulle part. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, comment? Comment est-ce que je vais me relever? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais guérir de ça? Et ça, c'est une question qui m'a aidée. Tu vois, ça, je me suis accrochée à la foi. Ah, la foi, c'est quoi? Bah, c'est ma confiance en Dieu et ma relation à lui. Mais d'où il sort, lui, là? Parce qu'on dirait qu'il était bien absent tout ce temps, non? Non, il était là. Mais pendant les horreurs, tout ça? J'ai demandé... Mais pourquoi il t'a pas aidé? Il m'a aidé. J'ai survécu. Ah. Je serais morte. Donc Dieu, il nous aide, mais pas comme on aimerait. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait pu empêcher que cet homme fasse ça, il aurait pu empêcher, tu aurais pu avoir une enfance normale. Et comment tu as vécu ça? Comment tu as trouvé... Déjà, pourquoi tout à coup on parle de Dieu là? Qu'est-ce qui se passe?
Qui c'est qui t'en a parlé? D'où tu sais qu'il existe? Bah déjà, on allait à la messe à l'église catholique tous les dimanches avec ma famille. Ouais. Et... Donc là, il y a un mec qui est devant, qui est le prêtre, qui parle de choses sérieuses. Tu te sens concerné? Ah ouais, à fond. Ah oui? Ah ouais. Déjà, j'avais un prêtre génial, il était accueillant. Ouais. Il venait dire bonjour aux gens comme s'il les connaissait depuis toujours et que c'était ses amis. Tu vois, il t'accueillait avant la messe et, d'accord. Et vraiment, tu vois, tu sentais que tu étais le bienvenu, tu vois. Voilà. C'est vraiment quelque chose que tu avais besoin. Ouais, ça c'était... Et puis donc, il parlait de Dieu, mais d'une manière vivante. Ouais. Ok. Ouais, ça t'a fait envie. Oh, mais carrément, moi je voulais devenir prêtre. Ok. C'est vraiment, je connaissais toute la messe par cœur et j'étais à fond. Et c'est toujours la même. Mais... Bah, il y a plein de choses qui reviennent tous les dimanches. Et, et du coup, tout le rituel liturgique, je le connaissais complètement par cœur, quoi. Ok. Mais ça te dérangeait pas que ça se répète Non. Ok. Et il y avait juste un moment où on dit « Bienvenue soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ouais. Et ce moment-là, il m'énervait. Parce que j'étais une petite fille trop sage, mais j'avais qu'une envie. C'était de me lever, de me mettre sur le banc et de dire « Je viens au nom du Seigneur !» Et que d'autres fassent pareil, tu vois. Ouais. Et qu'on se lève tous, tu vois, en disant « Bah, venez, on va agir, quoi. » Enfin... Ok. Et il y avait de l'hypocrisie chez certains, tu vois. Il y avait des gens où ils disaient ça par rituel. Mais en vrai, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit « Je viens au nom du Seigneur ». Ils vont juste lui dire « Ta gueule, assieds-toi ». Fais pas de bruit. Mais toi, c'était dans ce cœur-là, quoi. Ouais. Tu t'accroches à Dieu, à ce Dieu qu'on t'enseigne là. Ouais. Et ça t'aide. Ouais, carrément. Tu as quel âge là? J'ai 6 ans. Ah, c'est déjà là? Ouais. Ouais, j'ai 6 ans et j'ai déjà vraiment un cœur pour Jésus. Ma grand-mère m'a offert une cassette avec la vie de Jésus en 6 heures. C'est l'évangile qu'elle a lu? Non, c'est un film où tu vois Jésus et où bah, tu le vois accomplir des miracles, les paraboles, etc. Et ce film, mais je sais pas combien de fois je l'ai regardé. Mais à chaque fois que j'étais malade, je le regardais et j'étais convaincue que Jésus me guérissait pendant que je le regardais. Et après, j'étais guérie. Guérie de quoi? Bah, tu sais pas, tu vois, j'avais une grippe, tu vois, j'étais malade. Je regardais le film en entier et je pouvais aller jouer dehors. Ah, d'accord, ouais. Et en fait, il m'a beaucoup marqué ce film. Puis donc, pour toi, quand tu dessines tes larmes, est-ce que Dieu est dans l'équation? Oui, bien sûr. Pleinement. Puis en fait, tu lui parles, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis tu lui dis quoi? Bah, je lui parle de ma vie, de tout en fait. Tout ce qui se passe dans ma vie, je lui en parle en permanence. Puis je lui envoie de l'amour. Tu lui envoies de l'amour? Ouais. Mais pourquoi? Parce que, en fait, quand j'avais 7 ans, il y a eu la guerre au Rwanda. Ouais. Et ben, dans ma famille, on regardait le journal télé tous les midis et tous les soirs. Ouais. Et j'ai vu plein d'images, mais juste horribles. Et ça me donnait envie de pleurer et ça me rendait vraiment triste. Et en fait, je comprenais pas comment Dieu pouvait exister en étant tout amour et tout puissant. Parce que je me disais, s'il est tout puissant mais pas tout amour, il peut être capable d'empêcher le mal d'exister, mais en avoir rien à faire. S'il est tout amour mais pas tout puissant, il peut avoir envie de changer les choses, mais pas en être capable. Ouais. Mais le fait qu'il soit à la fois... Les deux, ça faisait juste un immense point d'interrogation dans mon cerveau de comment Dieu peut exister bah oui. Et le mal aussi, tu vois. Enfin, c'était vraiment une grosse interrogation. Et je savais pas quoi faire avec ça et ça a été un moment un peu de désert, tu vois, où j'étais en questionnement. Et puis, bah, après une assemblée de louanges. C'est quoi ça? On s'est réunis, j'étais avec ma grand-mère dans la communauté de l'Emmanuel. Ah, c'est l'église catholique, mais autrement ben. C'est charismatique, donc on appelle l'Esprit Saint. Ouais. Donc c'est moins rituel ou comment?
Bah, c'était en fait juste des groupes de louanges, donc on venait et on chantait des louanges pour Dieu, voilà. On appelait l'Esprit Saint. Ok, je comprends. Et puis, donc tu es là, puis... Et puis à la fin, tout le monde part et moi je rangeais les livres de chant. Et à ce moment-là, j'ai entendu Dieu. Je l'ai entendu audiblement. T'as entendu une voix? Ouais. Qui disait quoi? Camille, je te bénis. T'as regardé s'il y avait quelqu'un qui te parlait? Bah, j'étais à un endroit où je voyais l'intégralité de la chapelle et il n'y avait personne. J'étais toute seule, avec Dieu. Elle était comment la voix? Très douce. Ok. Très apaisante. T'arriverais à la redire avec le ton? Je suis pas sûre. Je sais pas. Camille, je te bénis. Ok. Tu savais que c'était Dieu? Ouais. Du coup, je me suis dit, Dieu existe. Et là, t'as quel âge? J'ai 7 ans. On fait des allers-retours en fait. T'as 7 ans, puis tu traverses tout ça, Dieu est là, et en même temps, c'est l'horreur. Et tu vois, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'étais... Puis Rwanda, alors? Et ben du coup, je me suis dit, Dieu existe, il est tout amour et tout puissant, et j'y comprends rien à pourquoi le mal existe. Peut-être je comprendrai plus tard. Mais c'est pas grave si je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Et ça a été une libération énorme. De me dire, c'est pas grave si je comprends pas en fait. T'as pas lu la légende de Mi ou bien? Non, pas encore. Ben, tu verras. Mais je vais venir te voir en spectacle. Non, ça te fera une surprise d'après tout ce que tu me dis là. Oh là 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 là. Et puis, ben, j'ai une immense gratitude pour Dieu, tu vois, de m'avoir parlé ce jour-là. Parce que j'aurais pas pu traverser tout ce que j'ai traversé sans lui. Et ça a été un immense cadeau dans ma vie, tu vois. Tu vois, il y a ce côté, je crois pas en Dieu. Je sais. Tu vois, c'est pas, tu vois, une espérance. Je sais qu'il existe, quoi. Et ça, ouais, ça a vraiment été des immenses cadeaux. Et ouais, tu vois, il m'est arrivé plein de choses étonnantes, tu vois. Il y a une fois où je traversais la route en fermant les yeux. Parce que je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que j'allais finir aveugle et qu'il fallait que je m'entraîne. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon. Tu vois, je devais avoir à peu près 8 ans. Ouais. J'étais devant le parvis de l'église, tu vois, donc il y avait une grande place derrière moi. Et je traverse au moment où il y a une voiture que je ne vois pas. Et j'étais à 2 doigts de me faire écraser. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'attrape par le col. Ouais. Et qui me repose sur le trottoir. Ok. Et là, j'ouvre les yeux, je regarde, il n'y avait personne. Ah ouais. Et tu sais, la place, elle était immense, tu vois. Enfin, même si quelqu'un avait couru, je l'aurais vu, tu vois. Enfin. Donc des fois, il te sauve, puis des fois, il te sauve pas. On sait pas. Ouais. Bah si, il me sauve dans tous les cas, en fait. Bah, même quand je traverse des épreuves horribles, il est là. Tu vois, je lui ai demandé, en fait. Je lui ai demandé il y a pas longtemps. Je lui ai dit, montre-moi où tu étais quand j'ai vécu ça. Ouais, bonne question. Ouais. Et j'ai vu Jésus présent, en train de prier pour moi et de me protéger du mal. Et en fait, mais il a quand même eu lieu. Il a protégé mon âme à ce moment-là. C'est ça, parce qu'en fait, le danger, c'est que tu deviennes une personne totalement aigrie, qui reproduit la même chose. C'est ça. Et puis qui continue de se haïr le reste de sa vie. Et là, quand on te voit, c'est pas du tout ça qu'on voit. Ouais. Mais ça, c'est quand même une dimension qu'on a de la peine. Hein. Je dois te dire, de la peine à... Je suis désolé, tu t'es vécu tout ça. En fait, aujourd'hui, le soit pas. Parce qu'aujourd'hui, je bénis le chemin que j'ai traversé. Ouais. Parce que j'y ai trouvé des trésors immenses. Des trésors? Ouais. Par exemple? Ben, en fait, pour chaque blessure que j'ai vécue, chaque épreuve, à chaque fois, il y a eu un trésor immense. Tu vois, j'ai entendu Dieu me parler. Oui. J'ai vu Jésus marcher vers moi dans une église. Quoi? Quand j'avais 9 ans, j'étais dans une assemblée de louanges avec le Puy de Jacob. Donc, le pareil, Puy de Jacob? C'est un autre groupe charismatique. Ah ouais, ok. Et on était en louange et j'ai vu, avec mes yeux, Jésus marcher vers moi dans l'église en me tendant la main et en me montrant son cœur.
Il montrait son cœur, mais c'était en fait, une image symbolique. Il y avait une main qui pointait vers son cœur, tu vois, ouais. et une main qui pointait vers moi. Ah ouais, on voit des fois des images comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'était... Ok. C'était vraiment... j'ai vu plein d'images et de statues qui représentent exactement ça. Et les autres ne le voyaient pas? J'en sais rien. J'ai pas demandé. Dit. Mais toi, tu leur as dit aux autres? Non, j'ai dit à personne, moi, tout ce que j'ai fait. J'ai pas dit que j'avais entendu Dieu, j'ai pas dit que je chantais en langue. Tu vois, je me suis mis à chanter en langue. Peut-être explique ce que c'est pour j'avais 6-7 ans et je savais pas ce que c'était, moi. Tu vois, je me suis mis à faire... Et je me suis dit, je suis un peu bizarre. Tu vois, et en même temps, je sentais que ça me faisait du bien. Ouais. Que ça m'apaisait. Et je sentais que je priais. Tu vois, je sentais que c'était vraiment un message pour Dieu. Et je me demandais en quelle langue je chantais. Tu vois, et j'essayais d'écouter des fois un peu d'anglais, un peu d'allemand, tu vois, à dire c'est bizarre quand même. Peut-être quand même expliquer aux gens qui suivent qu'est-ce que c'est cette histoire de parler en langue. Dans la Bible, je crois, est-ce que c'est pas Corinthiens 14 ou... C'est possible. Ouais, il nous est indiqué que le Saint-Esprit qui habite en nous lorsqu'on l'a invité, des fois, il s'exprime directement à Dieu. On pourrait dire, mais il est Dieu lui-même, mais bon, il ne cherchait pas avec lui. Bon, il s'exprime comme ça. Et puis, il envoie une prière, une louange, ou bien, je sais pas, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un message pour quelqu'un. Et puis c'est dans une langue qui n'est pas de ce monde. Et des fois, c'est des langues qui existent, mais voilà. Et puis, ça arrive. Hein. Donc, il y a toute une part de la population chrétienne qui ne vit pas ça, puis il y a une part qui le vit. Et ben, on va pas dire, c'est pas grave, tu vois, il faut juste ne pas se taper dessus chaque fois qu'on voit des gens qui sont différents de nous. Et puis voilà, donc, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, je sais que ça t'amène quelque chose qui te fait du bien. Il y a bien sûr des dérives à ça, avec des gens qui disent si tu parles par langue, t'as pas le Saint-Esprit, t'es pas sauvé, ce qui est faux. Mais voilà, mais c'est juste, je pense, une porte de plus ouverte pour lui. Et puis bon, il y a sûrement eu des dérives dans tous les sens, hein, dans ceux qui sont pour, dans ceux qui sont plutôt contre. Mais là, toi, tu es dans une communauté où ça se pratique et tout à coup, ça t'arrive et ça te fait du bien. Ouais, vraiment, tu vois, j'ai vraiment le sentiment d'être cœur à cœur avec Dieu. Ah ouais, je connais ça. Et ouais, tu vois, c'était des moments où il y avait des moments où c'était vraiment pas facile, où franchement, j'ai vraiment eu envie de me suicider, tu vois. Ah oui? Ouais, je me souviens, je montais dans... Au débat? Ouais, tu sais, c'était vachement dur ce que je vivais. Je me souviens, vers 8 ans, tu vois, je montais dans le grenier et je chantais en langue. Et ça m'a vraiment aidé en fait à faire face à ça, tu vois. Le grenier, pourquoi? Parce que je pouvais voir le ciel, je pouvais voir le haut du sapin et je pouvais voir la lune et les étoiles. Et tu sais, c'était vraiment un cadeau de Dieu pour moi de se dire, en fait, même dans la nuit, il y a de la lumière. Tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, un cadeau, tu vois. Dans les moments durs, à chaque fois, je regardais les étoiles et la lune et je me disais, ouais, même dans la nuit, il a pensé à nous mettre de la lumière. C'est vrai. Waouh! Et puis donc, ouais, c'est vraiment étonnant. Est-ce qu'il y a vraiment un moment de changement avec Dieu, vraiment un moment de décision où c'est plein de petites décisions de suivre? Est-ce qu'il y a vraiment un jour, tu dis, ce jour-là, vraiment, c'est le jour où je me suis converti, comme on dit, où ça s'est fait petit à petit? Dès l'enfance. Ouais. Dès toute petite, en fait, j'étais... à 6 ans, je savais que je voulais consacrer ma vie à Dieu. Ouais. Tu vois, c'était une évidence. Ouais. Et donc, c'est aussi lui qui t'aide à pardonner, tout ça? Ouais, tu sais, ouais, vraiment, mais carrément, tu vois. C'est... En fait, il y a des choses où toi, tu peux pas pardonner. Tu vois, ou juste c'est trop dur, des fois, t'en as même pas envie. Non. Ouais. Et du coup, des fois, t'en as pas envie. Mais t'aimerais bien en avoir envie. C'était ton cas? Et pour certaines choses, ouais, ça m'est arrivé d'avoir envie. Et du coup, dans ces cas-là, juste je disais à Dieu, écoute Seigneur, j'ai pas envie de pardonner, mais j'ai envie d'en avoir envie.
alors je te confie ça, Bravo. puis je te laisse travailler mon cœur. Tu vois, et il a fait le travail. Tu vois, et je sentais qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ben, c'était plus facile, tu vois. Je pouvais vraiment en avoir envie et dire, ok Seigneur, ben, maintenant j'ai envie de pardonner, aide-moi. Et vraiment, tu vois, j'ai demandé la grâce pour pouvoir pardonner, parce que ouais, il y a des choses où de moi-même je pouvais pas. Et pas vivre dans la rancœur, quoi. Ouais, ni la rancœur, ni l'amertume, ni l'aigreur. Tu serais la première victime de ça, quoi. Bah ouais, en fait, c'est comme, en fait, l'image que je t'ai donnée tout à l'heure. Serpent. On m'a donné un serpent. Soit je le garde contre moi parce que je pardonne pas et du coup je continue à me faire mordre. Ah oui. Soit je le donne à Dieu, je le mets au pied de la croix et je lui dis je te le confie et moi j'arrête de me faire mordre et je peux guérir. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que souvent les gens voient, ils voient que ça peut être une manière de pas accepter, tu vois, ce qui est inacceptable, mais c'est pas ça. C'est plutôt une manière de se libérer soi-même. C'est ça. En fait, c'est inacceptable, c'est inexcusable. D'accord. Hein. Il n'est pas question de l'oublier, tu vois, je l'ai pas oublié. Je dirais qu'au niveau de la mémoire, la seule chose que ça fait, c'est qu'au bout d'un moment, au lieu d'être sur le fond d'écran de ton bureau, tu le mets sur le disque dur externe. De quoi? Tu vois, les mauvais souvenirs, tu vois, liés à ça. Bah, y a un moment où tu sais, où t'es que dedans, où tu revis ça en permanence, où tu y penses tout le temps. Ouais. Et tu sais, c'est comme si t'étais sur le bureau de ton ordinateur. D'accord. Tu vois, dès que tu allumes ton ordinateur, tu vois l'image et t'es du coup tout le temps pas bien. Et en fait, il y a un moment où vraiment j'ai eu cette sensation-là, tu vois, que ça passait comme sur un disque dur externe. Ouais, voilà. Je m'en souviens, je sais que ça a existé, mais l'immense majorité des jours, j'y pense pas. Tu vois, et ça m'a libérée, tu vois. Et t'allumes ton ordi et tu vois un truc joyeux, un beau soleil, des gens sympas et voilà. Et c'est pas du déni. Non, c'est ce qui compose la vie, tu vois. Il y a des moments sombres, mais il n'y a pas que ça. Et puis, tu as refusé que les moments sombres salissent les moments beaux. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Le bien n'enlève pas le mal n'enlève pas le bien. Ouais. Et ça a été mon leitmotiv. Et puis l'humour toujours. Tu vois, ça aussi, ça m'a vachement aidé. Tu sais, il y a une phrase qui dit l'humour, c'est comme les essuie-glaces dans la pluie du malheur. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une belle image. C'est de qui? Je sais plus, j'ai oublié. J'ai entendu Gérard Jugnot la dire un jour et j'ai fait ah ouais, carrément quoi. Est-ce que tu as l'impression que Dieu a pris un peu de ta douleur? Oh oui, carrément. Ah oui? Carrément, ouais. Ah ouais, j'ai pu lui déposer des fardeaux, mais immenses, quoi. Et puis je continue encore des fois. Il y a des pardons que tu peux poser une fois pour toutes, tu vois, pour des petites choses. Genre, je sais pas, quelqu'un a sali ton plan de travail. Bon, bah, mettons, ça t'énerve un peu, tu pardonnes, tu y penseras plus jamais, tu vois. Oui. Mais il y a des pardons où il faut pardonner non seulement pour ce qui s'est passé, mais pour toutes les conséquences que ça a eu derrière. Tu vois, moi, dans ce cas-là, il a fallu que je pardonne pour ce qui s'était passé. Il a fallu que je pardonne parce qu'à cause de ça, j'ai été rejetée par ma famille. J'ai été abandonnée. Ouais, ça c'est dur. J'ai subi des violences verbales, mais juste atroces. J'ai été maudite. Mon père, il a maudit le jour de ma naissance. Et en fait, tu vois, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui remonte, faut reposer un pardon pour cette conséquence-là dans ma vie, tu vois. Et donc, il y a des pardons où c'est vraiment des couches d'oignons. Et il s'est passé un truc magique, vraiment merveilleux. À un moment donné, j'ai fait ce travail de pardon, tu vois. Et j'ai épluché mon oignon, j'ai enlevé couche par couche à chaque fois que je voyais quelque chose, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, écoute, là, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de parler avec mon père pour pouvoir faire la paix avec lui, tu vois, et lui dire, ok, tu sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est mieux pour toi. Et je te propose, on en parle une dernière fois, et puis après on n'en parle plus, et puis on essaye de tisser une nouvelle relation tous les deux. Délicat ça, non? Bah franchement, on a parlé pendant 3 heures. T'as pris rendez-vous avec ou... Ouais, j'étais venue chez lui, et on a pris 3 heures pour discuter. T'as dû avoir peur avant d'y aller, non? Non. Ok. Non, c'était le moment. Ouais, c'était le bon moment. Il était disponible. Ouais.
Et du coup, on a eu cette discussion. Et tu sais ce qui s'est passé? Alors qu'il pouvait pas le savoir, l'homme qui m'a fait ça cette nuit-là, il a avoué. Il l'a pas fait par repentance, mais il a avoué. Ah, l'homme qui t'a fait du mal a avoué parce qu'il l'a jamais, il leur a dit que c'était pas vrai. Il avait toujours dit que c'était pas vrai. Puis, si tu veux, un peu le problème. Et voilà, tu passes dans une vidéo, il y a des milliards de gens. Je sais. Ouais, parce que c'est une maison, il y a de la vie. Ah, j'ai tiré sur la peau. Attends, je vais allumer. Allez, non, il y a de la vie, il y a des gens qui vivent ici, des bénévoles. D'ailleurs, vous êtes 3 bénévoles, ça c'est vraiment pas souvent comme ça. Et puis voilà, c'était le voisin du dessus que vous avez vu, c'est Florian. Du coup, ça m'a perdu le fil là. Oui, le papa, tout ça, et l'autre qui avoue. Et du coup, il a avoué, ouais. Et tu dis, ça t'a fait du bien qu'il avoue? Ça m'a fait du bien, et ça a été difficile aussi. Et en fait, c'est un peu... Il y a à nouveau un autre chemin de pardon qui s'est ouvert derrière. Parce que j'espérais que ça change tout dans ma famille, que je sois réaccueillie, tu vois. Ouais. Puis ils se disent, oh pardon, on s'est trompé, désolé. Et pas vraiment, quoi. Disons qu'il n'y a pas eu de repentance ou quoi, tu vois. Ouais. J'ai une tante, quand je lui ai dit, elle me dit, ah bon? Mais parce que tu sais que nous, on t'a jamais cru, hein. Tu fais, je le sais, mais c'était peut-être pas la peine de le dire. Non, mais c'est bien qu'elle te le dit, mais pas genre si c'était pas grave, quoi. Bah disons que c'est pas la réaction. C'est plutôt, ouais. Si tu veux, c'est pas la réaction, j'espérais, tu vois. Non. Bah non. Donc bon, ouais, ça a rouvert à nouveau un autre chemin pour continuer à guérir, en fait. D'autres choses, tu vois. Et notamment, comme il m'a appris le dessin, j'avais un blocage par rapport au dessin. J'arrivais plus à dessiner. Qui t'a appris le dessin? L'homme qui m'a fait du mal. Ah oui, bien sûr. Et du coup, j'avais un blocage par rapport à ça parce que quand je dessinais, je pensais à lui, tu vois. Et du coup, une des étapes, c'est de se remettre au dessin. C'est drôle, c'est la deuxième fois que j'entends ce genre de témoignage. Ouais, par rapport au dessin. Et tu vois, avec cette idée de le mal n'enlève pas le bien. Tu vois, c'est pas parce qu'il m'a fait du mal que je vais me priver d'un talent. Tu vois, et je vais pas lui laisser me voler ça, quoi. Donc je récupère ça. Qui? Le mal veut te voler? Tu vois, le fait qu'il m'ait fait ça, ça m'a fait du mal et ça fait que j'ai arrêté le dessin et je dis non. Ouais. En fait, je non, vais c'est reprendre bien, le dessin, c'est bien, t'as raison. Et il faut se réapproprier. Enfin, l'art, d'une manière générale, ça appartient à Dieu. Mais des fois, le mal, ça permet aussi d'être un exutoire. Puis des fois, les gens qui voient l'art qui est un exutoire se disent « Quelle horreur !» Mais ça peut aussi être quelque chose qui aide à exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire. Il faut aussi voir ça dans l'art. Hein. Il ne faut pas tout de suite voir la première chose qu'on voit. Et puis, l'idée de l'art, je pense, il suffit de voir la nature. Pour voir que Dieu, c'est un artiste. Quoi. Ça, c'est clair. Et un ingénieur de génie en même temps. C'est très rare chez les humains que quelqu'un cumule les deux. Mais voilà, et donc du coup... tu vois, avant de venir, justement, j'ai dessiné tous les passages dont je viens de te parler, de ma vie. Avant de venir ici au stage. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en les dessinant, il y a des pardons que j'ai pu poser. Que j'avais pas pu poser avant. Tu vois, par exemple, par rapport à ma mère, j'ai dessiné en train de me taper. Et en fait, en voyant ce dessin, je sais pas, il y a de la douceur qui est venue. Ok. Tu vois, et puis j'ai fait un autre dessin un jour où elle m'a menacé de se suicider en se mettant un couteau de cuisine sous la gorge, tu vois. Et en fait, tu vois, c'était traumatisant, j'avais 10 ans, elle me menaçait de se suicider parce que je voulais aller voir mon grand-père avant qu'il meure. Du coup, j'ai pas pu aller le voir. Et tu vois, sur le moment, ça a vraiment été un moment traumatique. C'est hyper flippant. Hein. Puis en plus, après, elle arrivait souvent en retard. À chaque fois, je croyais qu'elle était morte, tu vois. Puis, comme on avait déménagé loin de ma famille, je connaissais personne là où j'étais. Donc, tu vois, j'avais aucune ressource, je savais pas quoi faire. Tu vois, en mode, si elle revient pas, je fais quoi, je vais où, quoi.
Et en fait, ouais, tu vois, ça a vraiment été un moment très effrayant pour moi et ça a induit beaucoup de peurs qui sont restées pendant longtemps. Et quand j'ai vu ce dessin, j'ai juste ressenti une douceur et une compassion immense pour ma mère. Et tu l'as ici? Tu vas aller le chercher? Ouais, il faut que je le retrouve. Ouais, bon. Voilà, comme vous voyez, on n'a pas organisé. Je savais même pas qu'elle allait me parler de ça. Et ouais, ben, je pense que peut-être quelques-uns d'entre vous ont vécu des horreurs pareilles. J'espère que ça vous aide. Sincèrement. C'est à ça que sert cette vidéo. Que ça vous aide, ça vous aide à comprendre d'autres. Ah, la voilà. Alors, attends, je recherche. Donc. Tu vois, ça, c'est le foyer où j'ai grandi. Alors, mais je vais essayer de le montrer, mais on sont voit. Très clairs, ouais, ils sont pas très clairs, c'est le foyer où tu as grandi, mais il n'y a pas la netteté. Ouais, bon, voilà. Bon. Tu vois, ça, c'est quand je me suis mis à chanter en langue. Tu es dessinée petite en train de chanter, mais joli coup de crayon, hein, vraiment. Là, c'est quand je lui ai demandé de me montrer où il était quand j'étais victime de pédophilie. Ah ouais, voilà. Attends, faut que je me cache parce que... Voilà, parce qu'en fait, il fait la netteté sur moi. Celui-là, c'est pour la guerre au Rwanda, tu voilà. vois, quand j'étais... Là, c'est quand Dieu m'a dit « je te bénis ». Ok. Ouais. Ça, c'est quand quelqu'un m'a sauvé devant l'église. Ah oui, mais t'as presque un petit livre illustré, là. Ouais. Ça, c'est une fois où mon papa m'a fait très, très, très peur. Ok. Voilà. Là, c'est quand ma maman m'a frappé. Ok. Bon, bah écoute... Ça, c'est les viols. Ah ouais, il est pas là, celui-là. J'ai dû le laisser là-bas. Celui pour ma maman. Oui, c'est sûr que tu... Ben écoute, moi j'ai montré les dessins, je sais même pas si ça fait la netteté ou pas, donc... ben voilà, apparemment ça aurait été vraiment dommage d'arrêter de travailler ce don. Ça te permet de t'exprimer. Là, en voyant tes dessins, ben, je te l'ai dit, en fait tu pourrais aller plus loin. On sent que c'était encore en surface. Tu peux aller plus loin dans ce que tu peux déposer. Ouais. Je pense, franchement. Ouais, bien sûr. Aussi dans le... Ne pas toujours dessiner que le visage, mais... Ouais, voilà. Mais en tout cas, un joli coup de crayon. Voilà, non, c'est chouette. Donc, c'est un peu la fin du parcours, tout ce que tu me dis. C'est que c'est petit à petit, et puis petit à petit, tu es dans une libération, et là, tu vas mieux, bien, et puis, comme j'ai compris, t'es maman, et puis ça se passe bien. Ouais. Ouais, ça se passe bien, ouais. Pour le coup, ça a été une grande bénédiction. T'as pas reproduit, t'as pas revu les mêmes choses, les mêmes secrets de famille. Est-ce que tu arrives à parler avec ta fille? Ben, pour le coup, tu vois, la question s'est posée parce que ma fille m'a posé des questions quand elle avait 9 ans. Et je savais pas comment lui expliquer. Et ce que j'avais vécu, tu vois, parce que je voulais pas la traumatiser, ou en même temps, elle avait besoin de réponses et de vérité. Ah, ils devinent tout, les enfants. Et ils sont pas bêtes. Hein. Bah, en fait, on pense souvent qu'ils sont bêtes, mais c'est fou. Hein. Bah, en fait, j'ai prié. Tu vois, j'ai vraiment prié l'Esprit Saint pour qu'il me guide et qu'il me donne les mots. Et c'était les bons mots, tu vois. Et elle a pu comprendre et sans que ça la traumatise, tu vois. Et ça a été ok, en fait, tu vois. Bah, peut-être ça... C'est les secrets, les choses qu'on ne dit pas, ils sont là et les enfants savent qu'ils sont là. Et puis donc, hein, le fait que tu aies mis des mots sur ça, voilà, ces choses se mettent en place, se rangent dans les armoires, tu vois, c'est ça. Ouais. Et puis, depuis que tu es arrivé, il s'est passé des trucs là, non? Je sais pas si tu veux en parler. Bah, je sais pas. Mais j'ai peut-être prié pour toi, je sais pas quoi, et puis... Ouais. Qu'est-ce que t'avais mal au dos? Ouais. Bah, raconte, si tu es d'accord. Hein. Ouais, y a pas de souci. En termes de douleur physique aussi, j'ai vécu ce qu'il y a de pire. À cause des coups que tu as reçus?
Non, non, j'ai eu des règles atrocement douloureuses au point d'en tomber dans les pommes de douleur. J'ai dû arrêter de travailler à cause de ça parce que j'ai failli tomber dans les pommes devant mes élèves. Ouais. Et t'étais prof? Ouais. Ok. Et du coup, à l'époque, j'avais des maternelles et ça leur a fait peur. J'étais vraiment blanche et... Tellement t'avais mal. Ouais, tellement j'avais mal, quoi. Et ça, c'était une de mes grandes questions. Tu vois, j'ai commencé à avoir mal dès mes premières règles quand j'avais 11 ans. Et je me disais, la première question que je poserais à Dieu en le voyant, c'est pourquoi? Pourquoi les règles douloureuses? Ouais. Puis de ce que j'en ai compris, un des aspects, c'était quand même que j'étais pas bien avec ma féminité, tu vois. Forcément, ça aidait pas, tu vois. Et le fait de guérir, tu vois, et de pardonner, et ben j'ai réussi à avoir des règles qui sont plus douloureuses. Ok. Tu vois, progressivement, c'est devenu de moins en moins douloureux. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a un petit travail psychosomatique. Ouais. Donc ouais, ça a été chouette. J'ai eu des calculs rénaux. C'est douloureux, ça. Oh ouais, c'est super douloureux. Tu l'associes aussi à des aux problèmes grosses douleurs, psychiques. tu vois. Je sais, j'ai pas trouvé le lien, j'ai pas compris pourquoi j'avais eu ça, mais... Oh mince, il y en a encore un qui est passé devant la caméra et qui voulait pas. Ouais. Et puis bah, j'ai eu de la fibromyalgie aussi. Ça c'est très difficile. Ouais, ça a été aussi super dur. J'ai commencé à avoir des crampes qui me réveillaient la nuit quand j'avais 15 ans. À l'époque, je faisais 30 km de roller par jour pour aller au lycée. 30 km de roller? Ouais, bah 15 allées, 15 retours. C'est beaucoup. Ben en fait, le roller, c'est aussi un des aspects qui m'a aidé en fait, dans les moments difficiles. Tu vois, je sortais, je roulais, je sentais le vent sur mon visage et j'avais vraiment l'impression que l'Esprit Saint venait comme nettoyer mes pensées, tu vois, m'enlever du souci. Et du coup, ça me faisait du bien de faire du roller. Mais le truc, c'est quoi? Je forçais beaucoup sur mes mollets. Et donc, j'avais des crampes, mais à hurler, qui me réveillaient toutes les nuits. Ouais, mais ça te fait des heures, 15 km, non? Non, je faisais ça en 1 heure en tout. Ah ouais? J'allais super vite, j'avais un niveau de fou en roller. J'ai envisagé de devenir professionnel. Hein. Mais alors, par rapport à ce que tu as vécu ici... Bah attends, du coup, j'y arrive. Pardon. Ouais. Et du coup, la fibromyalgie, elle a commencé, tu vois, doucement quand j'avais 15 ans. Puis à 23 ans, quand j'ai divorcé, j'ai eu une infection, on sait pas quoi, j'ai failli mourir. Je pense que psychologiquement, le fait de demander le divorce, ça a été tellement dur pour moi, tu vois. Enfin, je m'attendais tellement pas à divorcer, tu vois, c'était pas mon envie. Et à ce moment-là, la fibromyalgie s'est déclenchée au pire de ce que ça peut être. Oh, j'essaie de mettre la caméra plus sur toi, mais mieux tard que jamais, comme dirait l'autre. Oh mince, ça en va la caméra. Attends. Voilà. Ouais. Et tu vois, en fait, à ce moment-là, tu me touchais comme ça, j'hurlais de douleur. Ah bon? Tellement j'avais mal. C'était mais ouais, vraiment atroce. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter de travailler parce que je pouvais plus, quoi. Et en même temps, c'est une maladie qui est très mal reconnue. Ouais, je sais, j'ai un pote qui était là-dedans. Et du coup, j'ai demandé au médecin de me reconnaître handicapée pour pouvoir demander une aide. Et le médecin m'a dit non, mais je veux pas vous enfermer dans la maladie. Oh, merci, c'est très gentil. Et tu fais, mais c'est la maladie qui m'enferme et il faut bien que je mange quand même. Enfin. Ouais. Et à ce moment-là, bah, je voyais plus quoi faire, quoi. Ouais. Et ma maman m'a appelée en me disant il y a le centre psychophysio qui soigne la fibromyalgie. Ah, on peut soigner? Et du coup, bah, je me suis renseignée. Et mon chéri m'a dit bah, je te paye les soins. À l'époque, c'était au Canada, maintenant ils ont ouvert en France. Ok. Et je suis partie, aller passer 1 mois au Canada. Et c'était trop bien. Ah ouais? Ouais, franchement, ça m'a fait un bien fou. Ouais, c'est chouette, hein, le Canada. T'étais dans la partie anglophone? Non, j'étais au Québec, heureusement, parce que j'avais des séances de psy. Alors, déjà en québécois, c'est pas toujours simple. Mais allez. C'est correct.
mais des fois, il y a quand même des formulations où tu regardes la psy, tu fais la part, tu me réexpliques. Oh, mais ils sont tellement choux. Ah, mais c'était super, franchement. Ouais. Puis leur vision d'une maladie psychosomatique. Tu vois, en France, on dit c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, débrouille-toi. Tu vois. Ah ouais. Et moi, tu vois, on m'avait dit, bah, va voir un psy et puis parle-lui de tes traumatismes, c'est lié à ça. Tu fais, mais je vais pas passer ma vie à ressasser tout ce que j'ai vécu de pire, ouais, tu vois, enfin, ça va pas m'aider à aller mieux. Et en fait, au Canada, je suis arrivée, on m'a dit, t'as une maladie psychosomatique. Donc, on va soigner le corps et le psychologique. Parce que les deux ont besoin de soins. Et ça, tu t'es senti accueilli, là. Ouais. Là, c'était juste merveilleux, tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'accueille là-dedans et puis qui en plus fait un truc super efficace, quoi. Ah, efficace? Ah ouais. Ah ouais. Franchement, je pouvais pas porter... Merci, Canada. Ah ouais, c'est pas la première fois que j'entends des bonnes choses comme ça. Ouais. Et tu vois, avant de partir, je pouvais pas porter un verre d'eau. C'était trop lourd. Et en fait, je suis arrivée là-bas. J'ai fait 15 jours, justement, en fait, ils te mettent de la musique très forte, ils te mettent dans une salle. Quoi? Avec des enceintes et de la musique très forte, qui est un peu partout, et tu t'allonges sur une table de massage où il y a des enceintes aussi dedans. Et en fait, la musique, ils appellent ça de la résonance sonore, et la musique vient réparer le fonctionnement des neurones. Parce qu'en fait, la fibromyalgie, c'est des douleurs que tu as vraiment, mais qui sont amplifiées par les neurones qui transmettent mal le message. En fait, ils sont en mode urgence, il y a un problème, et du coup, tu as tout le monde, des fois tu as un peu des contrariétés, ça te tend un peu, on vient te masser les épaules, ça fait du bien, tu vois. Tu as un coup de froid, ça te tend un peu les muscles, mais c'est normal. Mais normalement, ça te fait pas souffrir le martyr. D'accord. Et en fait, là, c'est les neurones qui sont en mode urgence et qui transmettent le message de la douleur, mais 100 fois trop, quoi. Ouais. Et donc, la résonance sonore, ça vient soigner ça, tu vois, en permettant aux neurones de retrouver un mode de fonctionnement normal. Donc j'avais 2 séances par jour, et entre les deux, on me demandait d'écrire tout ce qui venait. Tu vois, quand j'avais des souvenirs qui remontaient, des douleurs, je devais noter tout ce que je vivais, quoi. Ouais. Et elle le transmettait à la psy, sans que j'ai rencontré la psy. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis lâchée comme je l'aurais pas fait face à quelqu'un, tu vois. J'ai même mis des gros mots. et tu vois, et ça m'a libérée. Mathieu, tu veux nous dire quelque chose depuis un moment là, hein? Ah non, ouais, non, je te vois amener. Tu passes devant la caméra, c'est jamais. Non, je crois que tu bois pas. Bon, c'est pour calmer. Merci tout plein pour ton coup de main. On te voit demain ou après? Faut qu'on rediscute de quand je viens. Ouais, bah viens quand tu veux. Mardi prochain, je suis libre. Ouais, alors il y aura plein d'élèves ici, mais... Du coup, ouais, peut-être que je vais peut-être pas faire le truc combat s'ils font des cours, alors. Ouais. C'est mieux, ouais. Faudra peut-être que tu me trouves autre chose que taper au bureau. D'accord, bah, on se tient en contact. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, hein. Ah, vous avez prévu de prier? Ouais. Après la vidéo, je pense. Bah s'il part. Ah non, mais attends, je peux rester, ça dépend. Ouais, bah ouais, mais alors, ça c'est attendre 1 heure, 2 heures. Hein. Ah bah reste et on prie après. Ouais. Donc voilà, tu es guéri. Et du coup, ça m'a... Je suis rentrée, j'étais guérie à 98%. Donc j'ai 98. Donc j'ai pu reprendre la marche, j'ai pu vivre. Faire du vélo avec ma fille, faire du ski avec ma fille, reprendre un travail, et je suis devenue libraire. Et je suis sûre, si j'ai pris ce boulot, c'était juste pour me prouver que j'étais guérie. Parce que je portais des caisses de bouquins toute la journée. Ah ouais. Tu vois, et tu sais, tu te dis, je pouvais pas porter un verre d'eau, je porte des caisses de bouquins. Waouh, tu vois. Enfin, donc vraiment, merci au centre psychophysio. Ils ont été super. Et puis, ils m'ont fait aussi vraiment beaucoup de bien au niveau psychologique, tu vois, parce que, en fait, la psy, après, j'ai pas parler avec elle des traumatismes que j'avais vécus. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais vécu un traumatisme, elle a dit, par exemple, tu as vécu de la trahison dans ta famille. Voilà, tu notes comment tu réagis quand tu te sens trahi. Et puis, comme tu as vécu de la trahison, tu t'es mis en hyper loyauté. Tu vois, et du coup, j'étais trop loyale envers les autres. Tu vois, je me respectais pas, tu vois, je me sacrifiais tout le temps, je prenais pas le temps de m'écouter. Et j'arrivais pas à me détacher de ça. Et elle m'a dit, bah, de toute façon, avec la fibromyalgie, t'as pas le choix. Si tu prends pas le temps d'abord de prendre soin de toi,
tu pourras pas prendre soin des autres. C'est vrai. Et elle m'a dit, quand tu es dans l'avion, si jamais il n'y a plus d'air, il y a une dépressurisation, tu dois d'abord mettre le masque toi, et après aider les autres à le mettre. Bah, ça se tient. Parce que sinon tu tombes dans les pommes et tu peux aider personne, c'est à ouais. toi d'être aidé. Ouais. Et elle m'a aidé en fait, du coup, tu vois, à regarder dans mes modes de fonctionnement, qu'est-ce qui était sain et qu'est-ce que j'avais envie de garder. Et du coup, c'est comme si on avait réécrit un nouveau chemin de fonctionnement. Ouais. Et la sensation que j'ai eue, c'est comme si, avant ça, on avait creusé un trou devant ma porte d'entrée. Et tu vois, et j'ouvrais la porte et je tombais dans le trou. Et tu vois, il y a plein de moments de ma vie où à chaque fois, je tombais sur des gens pas bien, tu vois, enfin, qui me faisaient du mal, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore guéries, parce que je savais pas comment réagir. Et en fait, en prenant le temps de faire ce travail, c'est comme si on avait mis un post-it devant ma porte. Attention, il y a un trou en jambe. Et où, bah, même si le traumatisme est toujours là, bah ouais, ok, j'enjambe. Et puis je tombe plus dedans, quoi. Ouais. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, il y a 2 ans, je suis tombée dans les escaliers. Et je me suis fait une triple hernie discale. Triple hernie discale. Donc une hernie au niveau des cervicales, une au niveau du dos, du milieu du dos et une au niveau des lombaires. Et donc j'ai passé quasiment 1 an allongée, à avoir super mal et super peur. Parce qu'il y a des moments où tu te relèves et tu as l'impression que ta colonne vertébrale va pas tenir. Ah oh non. Tu as l'impression que tu vas finir paraplégique ou tétraplégique, tu vois. Et c'est super flippant, quoi. Et en plus, ça me causait des névralgies. J'avais mal au niveau de la nuque, tu vois, ça tirait dans l'épaule, ça allait jusqu'au pouce. J'avais mal dans les jambes, pareil, ça suivait les trajets des nerfs. Bah oui. Et c'était atroce. Quoi. Et du coup, bah, on a prié une première fois pour moi à l'église Paris Évangile. À l'église Paris Évangile. Ok. C'est une église géniale à Paris qui fait des vidéos en live si vous voulez aller voir. Ah d'accord, je connais pas. Et du coup, c'est catholique charismatique aussi. Non, c'est protestant évangélique. Ok. Et du coup, bah, y a une jeune fille qui a prié pour mon épaule et ça a enlevé la névralgie. Non. Si. Gloire à Dieu. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et puis là, ouais, ces derniers temps, enfin, le reste du dos me faisait encore pas mal souffrir. Tu vois, en fait, quand elle a prié pour moi, j'ai senti comme si un ange venait écarter mes vertèbres au niveau des cervicales. Oh, ben non. Pour laisser à nouveau le nerf fonctionner correctement. Est-ce que ça doit être agréable? Ah ouais. Ouais. Ouais, carrément. Oh, mais c'est beau ça. Et puis. C'était arrivé il y a longtemps? C'était au mois d'octobre. Ah ouais, du coup, on est au mois d'avril. Ouais. Voilà. Quelques mois. Et puis bah, jeudi de la semaine dernière. La semaine passée? Il y a l'église catholique du Sacré-Cœur à Chambéry qui a invité des élèves de l'école Bethel. Ah, Bethel en Californie, c'est où je sais pas où. Ouais. Ah ouais, c'est connu ça, ouais. Et du coup, on a fait une soirée de prière pour la guérison. Mais c'est trop cool parce qu'ils sont pas du tout catholiques. Et du coup, mais c'est beau ça. C'est ça l'unité des tous chrétiens. ces noms là, ouais. Ouais, c'est beau. Et puis ils sont venus là, puis ils ont prié pour vous. Et puis du coup, ils ont demandé, tu vois, à ce qu'on prie les uns pour les autres. Et du coup, bah, avec mon ex-mari et puis 3 autres personnes qui étaient là que je connaissais pas, on a prié les uns pour les autres. Et on a vraiment été bénis, c'était beau, tu vois, on a commencé à pleurer, tu vois, certains. On était touchés en profondeur. On a eu des paroles de connaissance les uns pour les autres, tu vois, où on disait quelque chose alors qu'on connaissait pas l'autre et qui touchait pile juste. Et en fait, ben, on a prié pour mon dos. Et j'ai senti, tu vois, que ça commençait à aller un peu mieux. Tu vois, et que la douleur, elle avait commencé à diminuer. D'accord. Et que je pouvais plus faire confiance à mon dos, tu vois, que je pouvais que je pouvais à nouveau faire des choses que j'avais trop peur pour faire avant. Et puis, alors qu'on n'a pas du tout prié pour ça, j'ai été guérie des maux de tête. Ah, parce que t'avais des maux de tête. Ouais. Ok. Ouais, ça faisait... Bah, j'ai eu... Ah, c'était peut-être lié. Bah, j'avais beaucoup de migraines ophtalmiques depuis l'enfance, tu vois, et ces derniers temps, j'avais des acouphènes et des maux de tête à cause de ça. Et j'avais pas prié pour ça, et
C'est parti. Et c'est parti. Oh bah tant mieux. Donc ça c'est super. Tant mieux. Et puis bah, samedi, on a encore fait une journée guérison et prophétie, où là j'ai été dans la prophétie toute la journée et c'était trop bien. Ok. Et puis bah, en arrivant, j'ai oublié son prénom. Chez Anne? Non, en arrivant ici. C'est Cécile? De ton pote pasteur. Mon pote pasteur, Michael. Michael, voilà. Il n'est pas pasteur. Il est pas pasteur, bah, il prie bien pour les gens en tout cas. Ouais, tu vois. Ouais. Et bah du coup, il est venu prier avec Cécile aussi, et je crois que c'est Marius qui est venu prier aussi pour moi. Marius qui fait le dessin animé. Ouais. Et voilà, ils ont prié tous les trois et c'était trop bien. C'était un bon moment. Ah ouais, et puis ils m'ont libéré encore de choses. C'est vrai? Ah ouais, Ah ouais. Au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, vraiment. Cet esprit était là. Ouais, c'est... Puis là, ils ont chassé les esprits. Ah, t'en avais? Ouais, avec ce que j'ai vécu. Ok. Tu sais, il y a plein de gens qui moi, ont... j'aurais cru que ça a été chassé depuis longtemps. Mais... Bah, en fait, il y en a déjà qui étaient partis, mais si tu veux, entre ce que j'ai hérité de ma famille en naissant, le fait que dans ma famille, il y a des gens qui voulaient que ma mère avorte, et du coup, ça a amené un esprit de mort. Oh, purée. Et tous les gens qui m'ont maudit, tu vois, y compris dans ma famille, et puis de gens que je croyais être des amis. Maudire, en fait, peut-être certains s'imaginent que c'est un rituel, mais il suffit de dire du mal, de maudire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, tu as tout ça, puis, bah en fait, les esprits mauvais, ils peuvent aussi passer par les relations sexuelles. Bah ouais. Et du coup, bah les viols aussi. Ah bah. Et tu vois, le péché qu'on commet contre nous, et ben, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de s'en libérer par la croix. Tu vois, souvent, on a tendance à utiliser la croix, tu vois, en disant, pour nous libérer des péchés que nous, on commet. Ouais. Mais elle marche aussi pour nous libérer des péchés qui ont été commis contre nous. Ouais. Tu vois. Bah oui. Et ouais, ça, c'est... Donc, c'est tout récent, là. Ouais. Ouais, bah super. Puis ils ont prié pour ton dos, ça allait mieux? Ouais, ça va carrément mieux. Ah ouais? Ouais, franchement, j'ai quasiment plus mal. Il y a des moments où j'ai plus mal du tout et où je peux faire ce que j'ai envie. Chouette. Bah, après qu'ils aient prié, j'ai monté l'escalier en courant et je me suis même pas rendu compte que je le faisais. Et à un moment, j'en ai pris conscience, je fais Et ouais, ça m'a béni, mais ouais, en profondeur. Ouais, carrément. Et puis j'ai plus peur d'avoir mal. Je crois que c'est ça surtout. Depuis 2 jours? Ouais. En fait, tu vois, avant, j'avais peur d'avoir mal. Et du coup, je m'autorisais rien à faire. Tu vois, en mode, bah, tu vois, c'est genre aller à la déchetterie, jeter des trucs. Ouais, t'es venu avec moi, c'est sympa. Et ben, je l'ai fait avec une gratitude, mais tellement immense. Oui. Tu sais, de dire, je peux prendre des trucs, les porter, les balancer. C'est pas mal. Et pas avoir mal, tu vois. Moi, j'étais même pas vraiment conscient de tout ça. Donc, je me serais inquiété, je pense. Ouais. Et en fait, tu vois, tout ce que j'ai fait et vécu cette semaine, mais ça a été à chaque fois, mais des bénédictions immenses. Ah, bah, gloire à Dieu. Tu vois, puis ça m'a aidé aussi à reprendre confiance en moi. Tu vas me dire, tiens, en fait, je suis capable de ça. Bah, tiens, je peux écrire joliment sur une enveloppe. Bah tiens, oui, merci d'ailleurs. Ouais. Tu vois, à chaque fois que j'ai fait un truc, je me dis, ah ouais, je suis capable de faire ça. Mais c'est dingue. Comment tu peux t'imaginer que t'es pas capable? Mais ouais. Bah, tu sais, quand on te critique tout le temps, il y a un moment, à force qu'on te dise que t'es de la merde, tu finis par le croire, tu vois. Ouais. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu Dieu qui me disait... Ici? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Qui me disait d'arrêter de me cacher sous le boisseau, qu'il fallait que j'ose briller. Ah ouais. Alors, il fait allusion à un verset qui dit que on faut pas mettre la lampe sous le boisseau, c'est de dire sous une coupole, mais la mettre par-dessus pour qu'on la voie. Ouais. Et ouais, ça m'a vachement touchée. J'ai pleuré. Bah, merci Seigneur d'être là. Bah, c'est super. Tu veux encore rajouter quelque chose? Bah, je voudrais prier pour, vas-y. Pour toutes les personnes qui ont vécu des choses inexcusables. Pour qu'elles puissent vivre cette grâce de pouvoir demander de l'aide à Dieu pour en guérir pleinement.
Et de pouvoir pardonner en sachant que pardonner, c'est se libérer soi. En fait, c'est dire je dépose ce serpent. Et qu'on n'a pas besoin que l'autre nous demande pardon. Si on se fait mordre par un chien, on ne va pas attendre qu'il nous demande pardon pour aller à l'hôpital et se faire soigner et guérir. Et là, c'est pareil. Je vous souhaite que les gens qui vous ont fait du mal vous demandent pardon. C'est merveilleux quand ça arrive. Mais en fait, si ça n'arrive pas, eh ben, c'est pas une raison pour soi-même se faire souffrir encore plus en gardant ça. Et parce que les plaies, elles finissent par devenir purulentes et on s'en rend même pas compte, mais on finit par vivre de l'aigreur et de l'amertume et c'est trop triste. Et puis des fois, à force de garder ce serpent contre soi, bah, il finit aussi par mordre les gens de notre entourage, sans même qu'on s'en rende compte, sans qu'on le veuille. Des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a dit ça ou pourquoi est-ce qu'on a fait ça et on se demande si on est quelqu'un de mauvais Et c'est parce qu'il faut pouvoir poser ce pardon pour se libérer soi, en fait. C'est comme s'il y avait une chaîne qui nous accrochait à l'autre et on décide de couper cette chaîne. Et de se libérer. Et dire maintenant, je suis sortie d'Égypte. Et je suis plus esclave et je peux aller en terre promise, quoi. Et le désert, c'est bon, il est derrière moi, c'est fini. J'ai le droit d'aller savourer et d'avoir des belles choses dans ma vie, l'abondance, la santé et ouais, de pouvoir être en paix, en fait. Vraiment, d'avoir le shalom de Dieu. Shalom, ça veut dire paix en hébreu, mais ça veut aussi dire restauration, restitution de ce qui vous a été volé. Et Dieu, il peut faire des miracles et il peut tout faire. Et il y a un moment où Moïse lui demande à manger et il lui dit, je vais vous envoyer des cailles, mais pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour un mois. Et Moïse, il dit, mais on est super nombreux. Et Dieu, il lui dit, mais crois-tu que mon bras soit aussi court? Et c'est une phrase que j'aime bien de dire, en fait, ouais, Dieu, il peut venir nous guérir. Et moi, les moments de viol, typiquement, j'ai dit à Dieu, écoute, quand j'y repense encore aujourd'hui, ça me fait toujours souffrir. Est-ce que tu peux venir mettre ta lumière? Et j'ai revu la scène, mais avec une lumière immense dans la pièce. Et ça a guéri quelque chose en moi, en fait. Et ouais, en fait, on peut toujours lui demander de l'aide. On peut aussi faire la prière de Jésus. Jésus, je sais pas s'il a réussi lui-même à pardonner, parce que c'était peut-être trop dur sur le moment, mais il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et ça peut aussi être un moyen d'avancer sur ce chemin-là pour se libérer et mettre plus de place pour la lumière dans notre vie. Alors, ben, c'est sûr, le peu que je connais de Jésus, c'est sûr qu'il a réussi à pardonner, oui. Mais il peut comprendre qu'on n'y arrive pas. Parce que je pense qu'il a vécu les mêmes choses que nous, il peut comprendre. Yes, les amis, ben, merci beaucoup. Merci de t'être livré comme ça. Et puis espérons que ça vous fait du bien. Et puis, à une prochaine.